Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 7 mars. Vous êtes sur Radio Versil, il est 18h et vous écoutez Cinépopée. On s'amuse à travers cette émission à prendre une saga et à la retourner dans tous les sens. Pourquoi? Pour en débattre, pour discuter autour, pour se dire est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, quelle direction elle prend. Bref, des fois on rigole, des fois on frissonne. Et ce soir, effectivement, avec Chris et Mathieu, on va plutôt frissonner. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien et ça va très bien de mon Mais côté. Et Eh toi? bien, ça va également. Bah, et j'ai un peu peur, hein, parce que chaque fois qu'on parle d'une saga, dans Cinépopée un petit peu horrifique, à chaque fois, j'ai du mal à m'endormir et j'ai les poils qui se dressent. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Chris, je te vois faire les gros yeux. Non, parce que justement, quand j'ai regardé le premier épisode de la saga dont on va parler, il y a eu des étranges bruits dans ma salle de bain et oui, j'ai eu un petit peu peur. Donc j'ai allumé les lumières. Et là, on voit tout le courage qu'il y a derrière toi et derrière ton maître. Courage, nos morts. Et toi, Mathieu, un peu peur ou est-ce que tu es du genre à regarder les films, d'horreur ou les films un peu gore sans avoir aucun frisson ou même peut-être aucune émotion? Ah moi j'adore ça, moi ça me rappelle mes vacances à la Baule, donc je peux vous Des dire. vacances à la Baule, c'est-à-dire, là, je suis sûr que les auditeurs et les auditrices ont envie d'en savoir plus sur ces vacances à la Baule. Bah, cet aspect guilleret, cet environnement urbain sale et sointant, la Baule, voilà. D'accord, OK. Non, c'est pas parce que tu t'amusais à regarder, des films d'horreur, à foison quand tu étais en vacances à la Baule alors? Non, 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 le film d'horreur c'est bon. Voir le film d'horreur. Ça c'est un beau jeu de mots comme on les aime. Bah, effectivement, en tout cas, ce soir, nous allons frissonner, nous allons prendre peur, nous allons, peut-être même être un peu écœurés, de parler, de cette saga, mine de rien, qui est née, d'un livre, hein, à la base et qui a déjà eu le droit à plusieurs adaptations. Allez, on vous laisse écouter une petite bande annonce. Et comme Chris a super bien fait son travail comme d'habitude, hein, nous le rappelons, vous avez bien sûr reconnu un rire effrayant, un rire strident, un rire qui nous fait penser à à nos pires cauchemars de quand on était gamin, un rire de clown. Car oui, effectivement, ce soir, dans Cinépopée, nous allons parler de la saga Ça, ou autrement dit, la saga It en anglais, hein, tirée, du best-seller de Stephen King. On va s'attarder ce soir, en tout cas, plutôt sur, la saga actuelle, donc la saga qui a débuté en 2017, hein, sous la direction de, monsieur Muschietti. Bien, messieurs, est-ce que vous êtes contents de parler de cette saga déjà, en premier lieu dans Cinépopée? Je suis très content de parler de cette saga parce qu'effectivement, c'est une saga qui est très bien. Je sais pas si c'est français, mais ça marche. Monsieur, si, bien sûr, c'est une saga qui allait très bien. En tout cas, on a compris absolument tout ce que tu voulais dire. Et moi, j'adore Stephen King, donc je suis tout le temps heureux de pouvoir ramener ma science sur King. Alors Stéphane ou Stephen? Oh, et, hein? Epstein ou Epstein? Ah ouais, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne s'adresse pas effectivement au même personnage. Alors je le redis, hein, ce soir, on va s'attarder un peu plus sur la saga reprise et sur, l'univers étendu, de monsieur, Muschietti. Donc, j'ai envie de dire, pour les films, Andy Muschietti, hein, mais, pour la série dont nous allons également parler, Bienvenue à Derry, Andy Muschietti et sa sœur, parce qu'il a écrit et réalisé avec, sa sœur Barbara. Je me répète. Bien, messieurs, nous allons commencer par les films. On va pas trop digresser sur les anciens films, en tout cas les films de 80-90 avec Tim Curry, bien qu'ils soient, aussi très bien. Mais on va plutôt s'attarder, hein, je le redis, sur la saga plus actuelle. Alors qui veut commencer? Allez, je sens que Mathieu trépigne d'impatience. Qu'est-ce que tu as à me dire à travers cette saga et à travers donc ces 2 premiers films? Car le film, comme le livre, hein, est tellement long qu'il a fallu le scinder en 2. Alors donc, c'est quand même 2 monuments qui font tous les 2 plus de 2 heures parce qu'on parle de 2 films en 2 parties, les 2 parties étant, interconnectées. La première histoire, le premier film raconte, la 1re rencontre de ce club des losers qui sont, 5 enfants, un peu mal dans leur peau, un peu différents, qui ne sont pas forcément dans la norme de l'époque, face à, une entité. C'est difficile parce qu'on la présente comme un clown, mais, dans l'histoire, dans le lore,
c'est une entité qui n'a pas réellement de forme et sa forme, c'est celle du clown. Donc c'est leur première rencontre et cette première rencontre, qui se solde, ils croient tous qu'ils ont vaincu et non, c'est à ça que sert le deuxième film. En fait, il est revenu. C'est ça, exactement. Alors pour reprendre un peu ce que tu disais, hein, l'entité dont tu parles, hein, ne prend pas forcément la forme d'un clown, hein, elle prend surtout la forme des peurs qui peuvent paralyser les personnes à qui elle s'adresse. Bah, c'est le ça. C'est Voilà, le titre français est très, très bien trouvé parce que le ça, c'est vraiment, ce qui est dans l'inconscient. Donc c'est ouais. les projections de l'inconscient. Oui. Ça me fait peur, Ouais. ça je n'aime pas, voilà exactement, It, hein, si on le traduit, It bien sûr, en anglais. Chris, je te vois trépigner d'impatience pour rebondir sur ce qui vient d'être dit déjà, nous t'écoutons. Ouais, faut aussi dire que le film est super. Avant d'aller dans, le détail et les éventuels, bémols, le film, il a quand même une belle patte, quoi. C'est bien filmé, il y a de belles couleurs, à la différence de la série, mais on en reparlera plus tard. C'est extrêmement bien interprété. C'est-à-dire que dès que tu, vois les premières images, beh, tu es dans le bain, tu es dans l'histoire, tu es dans l'atmosphère. Ça c'est aussi parce que ça fait référence à un petit peu à de la nostalgie, hein, des années, de la fin des années 80 et début des années 90. C'est un Vas-y, vas-y. film un peu d'adolescent, quoi, au début, si on enlève, l'horreur, tu prends plaisir, enfin moi j'ai pris plaisir à suivre, la vie de ces adolescents, maltraités. Et c'est d'ailleurs ce qui est peut-être très, très fort, hein, avec, aussi bien le livre, qui est quand même un peu plus dur et on y reviendra, qu'avec le film. C'est qu'effectivement, comme tu dis, si on enlève le côté très horrifique et très angoissant, en tout cas, qu'il y a, à travers, l'entité, on a l'impression de suivre un film où, voilà, effectivement 4, plusieurs adolescents un peu losers, hein, d'où le nom, le club des losers, bah, essaient de s'en tirer et il y a pas mal de films, autour de jeunes un peu comme ça qui évoluent à travers et qui essayent, d'évoluer en tout cas, à travers leur époque. Mathieu? Bah, c'est un thème récurrent, dans les écrits de Stephen King. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à, Stand by Me. Je ne sais Oui, pas si tu en as entendu exactement. parler? Bah, tu vois, oui, magnifique film. Magnifique film, qui est beaucoup moins horrifique, hein, Mmh. soyons mais en fait, il aime bien cet univers de campagne américaine, avec cette petite ville, avec, son groupe de jeunes qui va faire quelque chose, qui va combattre l'entité, qui va ci, qui va ça. Mais c'est un trope qui est très présent dans les Stephen King. Pour revenir à ça, pour revenir à ça, on peut voir que, il y a aussi un autre trope qui est présent dans tous les Stephen King qui est, cette histoire de cosmogonie, cosmogonie, parce que le grand ennemi de ça, c'est la tortue Hatchwing. Ils en parlent enfin dans ces nouveaux films, puisque parce que c'était pas présent dans les films des années 90. Oh là là, Heu, tu vas bien trop vite, mais nous t'écoutons, vas-y. je vais trop vite? Bah, Non, 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 calmez-moi, non, vas-y. arrêtez-moi. On Dites quelque sent que chose. déjà tu veux parler de l'étendue de l'univers, mais non, non, nous t'écoutons. Mais à travers les films, on en parle très rapidement quand même, plutôt à travers la série. Oui, plutôt à travers oui, mais c'est la série récente, parce qu'il Mmh, faut pas celle des années 80-90. mmh. 90, il me semble, il est revenu. Pour revenir, donc là, j'aimerais, donc on est sur le premier film encore, c'est ça? Ou on On est est sur la saga entière, tu peux on parler fait la du saga premier, du entière? deuxième. Non, mais ce qui est bien, c'est que, bah, Andy Muschietti, qui est un réalisateur d'origine, il me semble, italienne. Argentine. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a réalisé un très, très bon film avant qui était Mama. Je ne sais pas si, vous l'avez vu? Ouais, Ah oui, là très, bah, très bon alors film. pour moi, l'un des meilleurs films d'horreur, qui existent, aujourd'hui. On est vraiment sur un film d'horreur, mais c'est la première fois que ça m'arrive, je chiale à la fin d'un film d'horreur, quoi. Oui, bah, qui traitait de l'enfance et avec, cette décision finale, qui est un peu symbolique et qui est symbolique et qu'on peut retrouver dans le film ça, mine de rien. Mmh, C'est-à-dire que les tout à 2 fait. enfants forment le groupe, que les 2 enfants de Mama, on peut les retrouver dans le groupe avec cette décision qui est de suivre l'entité, enfin de suivre, ses bas instincts, suivre l'entité ou ne pas la suivre. Je m'explique. Dans le personnage, par exemple, d'Henry Bowers, qui est l'un des enfants, qui est l'une des têtes de turc et qui est, l'image de l'enfant qui suit la Mama face oui? Non, non, excusez-moi, j'ai confondu les films, je dis rien, Non, non, j'écoute. non, non, Henry Bowers, c'est le méchant, hein. Oui, c'est le méchant dans ça.
Ouais, Mais c'est l'image, de dans Mama, il y a vraiment les 2 filles, une qui, se ferme les yeux pour ne pas voir la réalité, enfin qui, cache ses lunettes pour pas voir la réalité, puis l'autre qui a vécu dans le mensonge et qui suit à la fin le personnage, de la Mama. Ces 2 personnages-là, on les retrouve effectivement dans le ça. D'une part, la fille qui se cache les yeux, c'est le groupe des losers, et la fille qui a vécu dans le mensonge, c'est représenté par Henry Bowers. En fait, on a plein d'images comme ça qu'on peut retrouver d'un film à l'autre. OK, super, super intéressant, très belle analyse parce que j'avoue que je n'avais pas du tout, eu cette capacité d'analyse en tout cas, et je m'étais même pas posé la question pour être trop franc, sur le fait que, étant donné que Muschietti avait, réalisé en tout cas les 2 films, on aurait pu faire un parallèle comme ça, mais merci à toi Mathieu. Mais je vais Mathieu et remettre une pièce dans la machine. C'est que oui, il a évoqué tout à l'heure, c'est que l'œuvre de Stephen King, elle est multiple et surtout elle a un fond. Il y a il y a toute une mythologie tout autour. Les livres se tiennent entre eux. Il y a des références à ces anciens livres dans les nouveaux et inversement de temps en temps. C'est un véritable univers qu'il a écrit de livre en livre. Et oui, et ça, dans l'œuvre de Stephen King, c'est pas juste une entité qui bouffe des gosses, quoi. Il a aussi une histoire. Enfin, elle a une Ouais. histoire, mais ça, on y reviendra plus tard. Oui, oui, elle a des histoires, qu'on arrive enfin, que tout le monde veut connaître et qu'on arrive enfin à découvrir à travers, Bienvenue, à Derry, la série, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu maintenant sur les 2 films, mais moi j'ai trouvé, alors je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais que les 2 films ont été complètement déséquilibrés. On a d'un côté le premier film avec le casting très enfantin qui passe hyper vite et auquel on s'attache beaucoup, et j'ai trouvé que dans le deuxième chapitre, il y avait énormément de longueur. Pourtant, on a un casting hors norme, mais on peine en fait à rentrer dans l'histoire et on est beaucoup moins zappé que dans la première partie. Alors pour moi, c'est simple, c'est que, tout comme dans la version de Stephen King, tout comme dans le téléfilm des années 90, la partie la plus intéressante, c'est la partie avec les enfants, et ça se ressent dans les films. La partie avec les enfants, c'est celle avec les traumatismes de l'enfance, c'est celle où avec les peurs enfantines, c'est celle où il y a un vrai danger. La partie avec les adultes, elle est beaucoup moins intéressante, et ça se ressent et ça se lit même dans le livre, dans la série des années 90, dans tout. C'est effectivement ça, la partie qui avait l'air de moins les intéresser. Bah, moi, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec, à travers le livre, la deuxième partie m'a autant hypé que la première. J'avais pas ce souvenir-là à travers, le téléfilm des années 90, et je fais un parallèle justement avec ce que tu as dit juste avant, c'est que j'ai l'impression que Muschietti, du tout, il est peut-être aussi plus à l'aise à travailler avec des enfants et il sait mieux exploiter le talent des enfants plutôt que des acteurs plus grands? Je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, moi, ce que mon ressenti, c'était en comparant avec celui des années 90, c'était qu'on avait le même problème. C'est-à-dire que la deuxième partie était beaucoup moins intéressante que la première. Mmh. Chris? Ouais, pour moi, ça vient du thème, en fait. Le thème du premier film, c'est les monstres réels et les monstres fantasmés. Le thème du premier film, comme dans le livre de Stephen King, c'est de montrer que, les monstres, c'est aussi les parents, c'est aussi, le voisin. Il y a des monstres qui existent vraiment et ils ont pas besoin d'avoir 20 millions 000 dedans, dans la bouche. C'est des monstres de chair et de sang, des êtres humains. C'est ça aussi que raconte le premier film et c'est ça qui touche et dans le livre et dans le film. Et le problème, moi, du second film, c'est, qu'il est plus fabriqué que le premier. C'est que autant on continue le thème, hein, le film, il s'ouvre par une agression homophobe. Donc, ça nous dit: ben voilà, tu grandis, mais tu as les mêmes, horreurs, qui s'adaptent, parce que l'horreur s'adapte. Le petit gamin, qui te tabassait parce que tu étais un peu gros ou un peu efféminé et cetera, bah, c'est le même qui, adulte, va tabasser, le Bon, PD. Chris, du coup, tu es parti sur des pistes qui sont hyper intéressantes. C'est les sujets qui sont abordés à travers justement ça, et c'est là où c'est très fort, hein, et où Stephen King, hein, on a commencé à le lire au début, mais est très fort à travers ses livres, et c'est pas juste un film, où on a des enfants qui sont poursuivis par une entité et qui décident d'aller combattre cette entité pour en finir. On a vraiment des messages
hyper important sur le passage, de l'enfance, à l'adolescence, sur, l'acceptation de son corps, sur ce qu'on vit autour. Et vous, quels sont, les sujets qui vous ont le plus enfin, le plus touché et le plus sauté aux yeux, en tout cas, à travers, cette œuvre? Et on peut autant bien parler du film, que du film, bien sûr. Du livre que du film, pardon. Mais ce qui touche, c'est l'émotion réelle, à mon sens, hein. Dans le livre, c'est ça qui donne l'angoisse, dans le film, aussi. Oui, c'est la réalité qui est effrayante. Est-ce que la réalité la plus effrayante, c'est que quand on regarde ce film-là et qu'on le regarde tel un film, j'ai envie de dire lambda, même s'il ne l'est pas, c'est qu'à la fin du film, on a peur de quoi? On a peur, des monstres qui potentiellement, rôdent aujourd'hui autour de nous dans la vie réelle, ou on a peur, de cette entité qui finalement, n'existe certainement pas? Non, tu peux pas avoir peur des entités, ça, c'est une peur d'enfant. Adulte, tu as peur des hémophobes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peur des fascistes, tu as peur des homophobes parce que tu es gay ou tu es lesbienne, tu as peur des fascistes parce que tu as pas la bonne couleur. D les ordures, ça existe, quoi. C'est Ouais, mais pas je suis forcément une oui. araignée surnaturelle. Oui, mais même si c'est en trame de fond, ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que moi, je pense que, la lecture de cet exercice-là n'est pas à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup seront incapables de te dire que, à travers ça, on veut montrer, que du coup, l'inceste, c'est quelque chose, d'ignoble, que, le lynchage de personnes parce qu'elles sont bègues, parce qu'elles sont un petit peu, pas dans la norme en termes de poids, heu, ça sert à rien de les accabler, et ça peut leur faire du mal et leur créer des traumatismes qui peuvent durer toute la vie. Et aujourd'hui, quand on regarde ce film, ou quand on lit ce livre, je suis pas sûr que ce soit la première chose qu'on retienne et qu'on en dégage. Et c'est ce que je trouve, aussi fort à travers Stephen King, c'est que, il sait appuyer sur des choses qui font mal, mais il est tellement fort dans l'intrigue et dans la volonté d'embarquer son lecteur que ça occulte ça, mais que ça laisse un message en trame de fond. Oui, c'est Du comme toutes les bonnes œuvres, mais je vais me taire, je Oui, coupe. oui, 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 oui. Oui, mais Vas-y, par vas-y. contre, il y a quelque chose qui est très présent dans l'œuvre et qui est quand même assez visible aussi dans les films, c'est que, toutes les personnes de la ville le savent, sont au courant. Il y a cette idée pendant tout le film que le mal, tout le monde est au courant du mal, les gens détournent les yeux pour ne pas le voir. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est que certes, il y a des homophobes, certes, il y a des racistes, certes, il y a des volants, mais l'un des problèmes de la ville, c'est que, les gens détournent les yeux et c'est un thème qui est encore très actuel. Oui, exactement, c'est le nœud du problème, mais c'est présent dans toute l'œuvre de Stephen King. Et même, c'est pas que c'est présent, c'est que tu le comprends, quoi. Quand tu lis, ça, quand tu lis Carrie, quand tu lis, Le Fléau, et cetera. Ce problème-là du silence, de la non-communication, des choses à dire et à ne pas dire dans une société, c'est, prégnant dans son œuvre. Stephen King, j'ai envie de dire, c'est la comédie humaine. Vaut mieux lire Stephen King que Balzac. Enfin, ça, c'est que mon avis, hein. Tu apprends plus de la vie, en lisant Stephen King, que cet écrivain des siècles, précédents. Je suis pas pourquoi je suis parti dans ça, mais je reviens sur Non, mais tu as complètement raison, parce que c'est un très bon, c'est un très bon il traite beaucoup de sujets, social et du moment, quoi. C'est un très bon sociologue, on peut le dire comme ça, peut-être? Ou ethnologue. Ou ethnologue aussi, ouais, tout à fait. Après, il y a quand même un message, hein, dans le film. C'est que, ce que ça nous dit, ça parle de trauma de l'enfance, comment ils évoluent à l'âge adulte, comment on n'en sort pas au final. Mais la fin du film nous dit, que voilà, une arme contre les traumas, c'est d'abord, l'humour. Ils assassinent quand même l'entité, via l'humour. C'est ce qui sauve, l'humour. Et c'est là d'ailleurs que les derniers mots, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des derniers mots du ça, mais c'est, regardez, grosso modo comme je suis fier, vous êtes maintenant devenus des adultes. Vous m'avez tué, vous avez tué, les traumas de votre enfance en vous unissant et en rigolant. Alors je mets tout ça entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même un mort dans le final, mais c'est quand même ça aussi le message à mon sens. Les traumas, on en guérit peut-être pas, mais on en sort, avec un recul
Ouais, et c'est mais c'est aussi, l'un des sujets, hein, de l'œuvre, hein, de ça. C'est, comme on le disait tout à l'heure, le passage à l'âge adulte et effectivement, le fait que pour ne plus avoir peur, il faudrait devenir adulte et pour réussir à vaincre en tout cas tous nos traumatismes, c'est le fait d'évoluer qui nous permettra enfin d'évoluer, qui de mûrir et de grandir qui nous permettra de lutter un peu contre tous nos démons. Et donc à travers ce passage à l'âge adulte, effectivement, Stephen King a été beaucoup plus dur, hein, dans son écrit que ce qu'on a pu transcrire au cinéma, que ce soit ou à la télévision, que ce soit dans les années 90 ou aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différences justement qui sont faites à travers ce passage à l'âge adulte dans l'œuvre, dans le livre et dans les films? Alors le gros problème de ce passage-là, c'est que c'est un moment inadaptable, en film, qui est présent dans le livre, qui est, carrément une scène de sexe entre la fille de la bande et le reste de la bande, en fait. Entre C'est Beverly et les 5 autres garçons. et 5 autres garçons et ce qui veut dire que, pour Stephen King, le passage à l'âge adulte passe par cette perte de l'innocence qui fait qu'il leur permet de retrouver la sortie, à un moment clé du film ou du livre, pardon. Ce passage à l'âge adulte, c'est compliqué, ça a dû être compliqué. Ils ont dû le faire par des différentes métaphores, dans les films. C'est moins bien, mais c'est plus, comment dire? C'est plus Heu, regardable. c'est plus regardable. Oui, bah, j'imagine parce que là, clairement, montrer ça, ce serait quasiment de la pédophilie, sur be Ouais, parce que ça va quand même enfin, ça c'est quand même très décrit et ça va très loin quand même à travers les lignes du livre, hein. c'est ça, c'est que mais c'est inadaptable. On ne peut pas le montrer ça, clairement. Et est-ce que tu penses que ça a été quand même fait, donc, enfin intelligemment oui, parce que c'est comme tu le disais inadaptable, mais, du coup c'est quand même bien amené et les sorties de secours, si je puis les appeler comme ça, pour passer à l'âge adulte ont quand même été bien trouvées à travers les films? Oui, oui, parce qu'il y a quand même une perte de l'innocence qui est présente, qui est quand même présent au sein des films, mais ça va pas aussi loin que, Stephen King est allé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen King, quand il a écrit ça, il était pas dans un très bon état. Il était alcoolique, au dernier degré et ça sortait un peu comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il puisse l'écrire tel quel. Mmh. Et pourtant, hein, ça en a fait tout de même un chef-d'œuvre. Chris, tu veux rebondir sur cette partie-là des différences, entre le livre et le film? Ouais, pour moi, il y a une grosse différence et c'est une différence qui pèche dans le film et qui fait que le deuxième volet du film est, à mon sens, moins bon, c'est la structure du livre. Le livre, il oscille entre passé, présent, personnage adulte, personnage enfant. Il n'y a pas de structure aussi claire. Il n'y a pas un livre pour les adolescents et un livre pour les adultes. On passe de l'un, à l'autre au fil des chapitres et à mon sens, c'est ce qui manque justement dans la saga au cinéma. C'est-à-dire qu'on a fait un film avec les enfants et un film avec les adultes, en raccrochant les wagons par des flashbacks que moi je trouve extrêmement lourds dans le deuxième film. Non, mais le gros problème, c'est qu'il aurait fallu que les 2 films soient tournés en même temps pour que ça soit possible et ils en ont pas eu cette idée et sachant qu'au moment où Muschiettis sort le premier film, il était pas sûr de sortir le 2. Il fallait que le premier marche pour que le 2 se fasse. Bien, on vient de s'attaquer, aux différences qu'on pouvait avoir entre les livres et les films et j'espère qu'on vous a donné en tout cas l'envie d'aller voir ou revoir, ça, hein, d'Andy Muschietti parce que c'est hyper intéressant de se dire maintenant qu'on a eu cette analyse un petit peu de voir et notamment, l'analyse de Mathieu qui était, très, 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 très perspicace, de nous dire: «Bah, est-ce qu'on est capable d'aller déceler tout ça en ayant une autre vision?» Maintenant, c'est là qui est intéressant, c'est que cet univers étendu que beaucoup de personnes souhaitaient. Enfin, il est possible grâce à la plateforme HBO Max, qui a commandé une série qui s'appelle Bienvenue à Derry. Bienvenue à Derry, eh bien, ça suit, quelques années auparavant, à travers des faits, hein, qui sont relatés, dans les livres et un peu dans les films, de terribles horreurs qui arrivent à la ville de Derry et qui voient, émerger, cette entité encore, It et on va aller approfondir un petit peu plus ses origines et ça, c'est ce que voulaient tous les fans et c'est enfin ce qu'ils ont eu grâce à cette série. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire à travers cette série? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi, c'est allé trop loin? Est-ce que pour toi, il a encore manqué des choses? Ou est-ce que pour toi, tu as envie d'en voir plus et toujours plus?
Alors, ils ne sont pas allés trop loin, j'ai envie d'en voir plus, surtout qu'ils ont eu une idée qui est pour moi exceptionnelle. C'est le parti de faire une série en 3 saisons dans un ordre antichronologique. C'est-à-dire que C'est chaque ça. saison revient en arrière à chaque fois pour arriver à l'arrivée de l'entité, normalement, si je dis pas de bêtises. Pour le moment, on a vu que la 1re saison, mais c'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est surtout de remonter effectivement, comme tu disais, le temps à travers 3 grands massacres dont on parle, hein, dans les livres et aussi dans la série. 3 grands massacres qui ont vu l'entité, bah, du coup, parce qu'elle se nourrit de la peur et c'est comme ça qu'elle arrive à dévorer le plus d'âmes possible. On va remonter le temps à travers ces 3 grands massacres et pour, en savoir plus sur son arrivée effectivement sur notre terre. Donc là, par contre, on retrouve exactement quasiment la même chose, c'est-à-dire un groupe d'enfants qui vont devoir combattre l'entité, avec une petite chose qui était géniale au premier épisode, c'est-à-dire qu'on se plante de groupe d'enfants et ça, c'était génial comme idée. Oui, après j'aimerais préciser que quand même Stephen King n'a pas écrit, le scénario précis de ce qui s'est passé, et de ce qu'on va voir dans les 3 saisons, prévues. Il s'agit d'interludes dans le livre, donc des chapitres très courts sur ce qui s'est passé auparavant, mais il y a pas de description de personnages, il y a pas de description d'action. C'est très succinct, c'est à peine mentionné dans les dialogues, ça fait partie du lore, hein, de tout bonnement, mais il y a pas, il y a pas de vraie précision, ce qui a permis aux scénaristes aussi, d'avoir une carte blanche dans l'écriture de leur saison. Et c'est là où c'est très fort, hein, parce que donc Andy et Barbara, Muschietti, hein, les créateurs et les scénaristes, principaux en tout cas, de cette série, bah, ont réussi à aussi voir ce que voulaient voir, tous les fans un peu de Stephen King et on en parlait un peu en amont tout à l'heure. C'est l'interconnectabilité entre, tous les univers, et on voit même apparaître, des personnages qu'on peut découvrir à travers d'autres films, ou d'autres livres. En tout cas, je veux parler, du personnage, de l'intendant de chez du manoir, enfin de l'hôtel dans Shining. Oui, tu veux parler de Dick Hallorann qui permet justement, bah, comme on l'a dit, d'inscrire la série dans l'univers de Stephen King. Et puis après, il y aura aussi plus tard dans les épisodes, une inscription dans la saga des 2 autres films avec la présence de certains enfants qui apparaissent. Ouais, surtout à travers la dernière scène de la série, hein. C'est pour ça qu'on vous encourage à aller la voir parce que, on fait vraiment un lien total, avec, le début en tout cas, ou même peut-être les prémices, du film de Muschietti de 2017 et c'est vraiment fort bien joué. Tu parlais aussi d'un personnage tout à l'heure Mathieu et qui vole des tours, c'est qui survole un petit peu en tout cas, la série, en tout cas à travers quelques scènes, c'est c'est des mi-jurés justement de l'entité, de la Triforce de ça. La tortue Hatwin qui serait, la gardienne de cette cosmogonie et qui veillerait justement à contrer, le Gripsou ou, s'il est appelé aussi le roi pourpre dans certains écrits de Stephen King. Donc là, on sort un peu des textes, de ça, mais il est très présent. On le retrouve aussi dans La Tour sombre, Mmh. dans la saga La Tour Donc, sombre. à l'effigie d'une tortue et on peut le voir notamment, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il laisse en vie, l'une des premières res protagonistes en tout cas du film, mais parce qu'elle porte, un bracelet effectivement avec une tortue. Ça pose une question effectivement. Est-ce que encore une fois, on est, dans une ville où règne tellement la peur et la peur de la différence, hein, et à travers tous les sujets qu'on a évoqués. Est-ce qu'il est quand même, à fomenter tout ça, mais sur un recul et que derrière il vient profiter de tout ça? Ou est-ce qu'on est vraiment sur de l'escalade de méchanceté humaine et que lui, il se retrouve là par hasard et que s'il était, par exemple, à Lyon, Clermont-Ferrand ou Paris, ça se passerait exactement de la même manière, à différentes époques? Ouais, je pense qu'il s'en repaît et puis on le voit dans le film et dans le livre où il manipule un petit peu. Il Mmh. manipule Bowers, il manipule, pas mal de personnes au fil du livre et au fil aussi, des autres écrits de Stephen King. Donc oui, c'est un profiteur, hein. Donc la base est là, le racisme ça existe, il en a profité pour aller Et plus pour loin. voilà, c'est ça, pour aller plus loin et décupler un peu cette haine, mais je sens que Mathieu n'est pas d'accord avec ça. Ah non, non, je suis entièrement d'accord avec ça.
C'est que c'est un espèce de charognard qui vient, manger, les peurs de tout le monde, les peurs d'une Amérique, raciste, les peurs de l'autre, les peurs de l'étranger, les peurs de l'homophobie, les peurs et cetera. En fait, il mange les peurs. C'est un mangeur de peurs et c'est pour ça que, il profite. Il aurait pas eu un garde-manger aussi grand dans un pays, à la liberté autre que les États-Unis, je crois. Mmh. Ah beh, c'est d'ailleurs, très bien exploité à travers, la volonté en tout cas d'utiliser, l'arme que peut être, cette entité, pour, lui ouvrir les frontières et se dire: «Tiens, je vais pouvoir réussir à maîtriser, cette arme-là», alors qu'on sait très bien que c'est immaîtrisable. Ouais, alors après ça, moi, sur ce détail-là, je suis pas très ça fait partie des, points négatifs pour moi. L'histoire des militaires qui cherchent à contrôler ça et cetera. Je trouve que c'est un trope qui est trop fréquent dans les séries et dans les films et c'est pas écrit dans l'œuvre de Stephen King. Alors après, vous pourrez m'objecter que, les militaires au courant qui cherchent à faire des expérimentations avec les êtres et les êtres humains, dotés de pouvoirs psychiques, ça existe, hein, vous n'avez qu'à lire «L'Institut», un des derniers, livres de Stephen King. Mais ouais, moi, ça m'a un petit peu, bon, bah, c'est cliché, quoi. Voilà. Non, mais je comprends, mais Et moi j'en ferai un peu la même analyse que toi et c'est intéressant. Est-ce que, pour vous, est-ce qu'il y a à travers, la série Bienvenue à Derry, des incohérences ou des choses qui vous ont fortement déplu par rapport, à une œuvre, originale une œuvre originale, par rapport à des écrits originaux en tout cas, de Stephen King? Moi, j'avoue que j'ai un sérieux doute sur les différents fragments de la météorite qui a amené ça, qu'il faut déplacer. Là, honnêtement, je pense que moi, ça m'a plus gêné que les militaires. Parce que ce qu'il faut Mmh. savoir, c'est que les militaires sont déjà présents dans une partie des œuvres de Stephen King. mmh. On a cité déjà, Dreamcatcher, on a cité et cetera. On pourrait citer aussi Charlie, Firestarter, où ils essayent d'utiliser Charlie pour en faire quelque chose, une arme. Donc, même dans les premiers textes de Stephen King, c'était déjà présent. Moi, ça donc c'est pour ça que ça m'a pas énormément choqué. On reste quand même dans l'univers. Mais, cette idée d'avoir des espèces de morceaux de météorites ultra brillants un peu partout aux 4 coins de la ville, qui délimiteraient un périmètre et cetera, là, je pense qu'on était un petit peu too much. Surtout qu'il suffit de les déplacer pour ouvrir. Voilà, j'avoue que Ah c'est mais là que j'ai décroché. en même temps, il redonne aussi un sens à la mythologie, parce que c'est vrai que si on va par là et que rien ne bloque Gripsou dans cette zone, pourquoi est-ce qu'il n'est jamais parti de Derry et qu'il n'a pas voulu, développer son empire? C'est pas mal aussi d'avoir trouvé ça une raison à le bloquer un peu. Peut-être parce qu'il bouffe à sa faim, donc il a pas besoin Ouais, parce que le d'aller, monde est tellement pourri d'aller qu'il n'a pas ailleurs. besoin d'aller plus loin. Ah Non, je il a surtout que dans son lore, il revient tous les 27 ans. Donc du coup, il faut qu'il s'installe tous les 27 ans, il fait ses meurtres, il dort, il mange, il dort. C'est comme un bébé, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien une dernière critique à faire, hein, qui vaut pour la série comme pour le film, comme pour les films d'ailleurs, hein. Dans les livres, tu ressens une angoisse. C'est ça, la peur, elle joue sur une angoisse. C'est très bien écrit, bah, comme dans tous les livres de Stephen King et je trouve que séries et films, on oublie un petit peu l'angoisse et on est sur du jump scare. Très, très marqué pour les films, hein, c'est du jump scare carrément à chaque, scène de peur et on oublie l'angoisse, que fait naître, qu'a fait naître le la lecture du livre. Ouais, je suis pas entièrement d'accord avec toi, hein. Je trouve on a bien le côté un peu angoisse et horrifique, que ce soit à travers les films, la série, comme dans les livres, je sais pas. Moi, je j'ai pas eu, ce ressenti-là. Moi, ce que j'ai vraiment adoré à travers la série, c'est que bon, bah, vous le savez, hein, moi, les méchants sont mes personnages favoris, en tout cas, dans toutes les œuvres, de par leur complexité et d'avoir un peu une origin story qui nous donne quelques pistes, en tout cas, d'où il vient et notamment le parallèle avec pourquoi est-ce qu'il a ce visage? Pourquoi ça a ce visage? J'ai trouvé ça vraiment très fort et pourquoi est-ce qu'il continue à adopter ce visage-là? Parce que, bah, il s'est rendu compte que c'est mine de rien ça qui créait quelque part la plus grande peur, envers tout le monde et avec laquelle il pouvait jouer parce qu'il pouvait quelque part se faire quand même,
aimé en premier abord avant de montrer son vrai visage. Enfin, je trouve, j'ai trouvé ça vraiment, très, très fort. Il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'on n'a toujours pas parlé de la performance de Bill Skarsgård. C'est D'accord. étonnant parce que Oui. pourtant il réussit quand même une énorme performance à la fois sur les films et à la fois sur la série où vraiment il ce mec fait flipper et le fait d'une belle manière. Donc j'aimerais faire un hommage à Bill Skarsgård. Bill, si tu nous écoutes et je suis sûr que tu nous écoutes. Non, non, mais tu as raison, un excellent acteur et c'est vrai qu'on s'est trop peu attardé sur le casting, mais parce qu'il y avait tellement de choses à dire à travers les œuvres. Mais, bah, tu vois, moi, il m'a manqué Bill Skarsgård dans la série. Parce qu'il faut quand même attendre l'épisode 4 ou 5 avant de voir, sa trône pendant, 7 secondes. Puis après, faut quand même un peu chialer pour le voir venir à l'écran, quoi. C'est pas très bien parce que, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, de partir sur, parce que l'entité, c'est pas forcément un clown, Non, non, mais je donc suis d'accord et c'est pour ça qu'après j'ai trouvé que c'était bien amené justement à comment est-ce qu'on a cette transformation en tant mmh, que, on va l'appeler comme ça, cette transformation en tant que clown. Mais moi j'avoue que ça m'a manqué. Enfin, Bill Skarsgård, c'est enfin voilà, c'est ce que j'attendais vraiment à travers, cette série et je trouve qu'il arrive un petit peu tard. Mais ce n'est que mon avis personnel. OK, je vous propose de passer à une autre séquence. Je pense qu'on a bien débattu autour et qu'on en tout cas on peut conseiller de voir ou revoir, films et séries, à nos auditeurs, non? oui, oui, oui. Sans hésiter. Allez, il est temps pour, détendre un petit peu l'atmosphère et avoir un petit peu moins le frisson de jouer. Allez, il est temps de jouer. Je crois savoir que Chris, en tant que grand fan, en tout cas de l'univers de Stephen King et notamment de ça, a souhaité, bah, prendre le jeu en main et tu nous as préparé un petit questionnaire de 5 questions et à nous de nous affronter avec Mathieu. Ah oui, oui, je me suis éclaté. La première question est très simple. Quel est le lien entre Buffy contre les vampires et ça? Le lien, est-ce que c'est Oui. un lien, d'acteur ou de réalisateur? C'est Oz, c'est Bravo! Bravo et Mathieu, comment il exactement. s'appelle l'acteur? C'est Seth Green, Bravo, c'est un double point pour toi Mathieu. et qui est présent, mais il est présent dans le téléfilm des années 90. Exactement, ouais. Les gars, si on est comme ça là, à balancer des bien joué Mathieu. Non, non, je ne vais pas aller au bout de ma phrase. Bien joué Mathieu. Deuxième question, il faut que je me rattrape. Non, non, mais sur cette ligne quand même, lorsque le film de 2017 a été mis en chantier, il a spécifié, il a dit, il a fait savoir qu'il voulait bien, reprendre son rôle en tant qu'adulte dans le film, mais son appel n'a pas été, entendu. J'ai, une autre question pour vous. Qu'est-ce qu'on apprend sur ça dans Dreamcatcher? Mmh. Que le clown vit encore. Ah oui, bravo, exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On a, dans Dreamcatcher une plaque d'immatriculation qui, précise que, il est, toujours vivant. Mmh, alors là, je m'incline, hein. Je n'aurais jamais eu la réponse. Troisième question. Alors là, c'est une question sur le livre et le film et leur différence. Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans le livre lorsque la femme de Bill est emmenée dans l'antre de ça? Et qu'on n'apprend pas dans les films? Dans le film, c'est totalement occulté. Oh. Ouais, alors là, ça fait des années que j'ai lu le livre. Qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Non, c'est pas Non, ça? non, non, c'est par rapport à ça, à l'entité. Mmh mh. Qu'est-ce qu'on apprend Dans le livre, ça, c'est une femme, c'est une entité Ah! féminine. Dans le livre, elle pond des œufs, dans le livre, elle fait des nouveaux petits seins. Allez, dernière question, il est temps que je fasse une égalité! Oui, quel est le rapport entre ça et Stranger Things? Ah! Je l'ai. Vas-y. Ah bah, je l'ai C'est pas, vas-y. c'est aussi l'un des enfants, Finn Wolfhard, Ah bah, qui oui, si, oui, je suis con, bah, oui, oui, bien sûr, et qui Ah! joue, Eh beh, il y a encore un point parce qu'effectivement, effectivement, il y a ce rapport-là, mais il y a un autre rapport encore, moins évident. Donc il y a moins un autre évident. point à prendre. C'est une double question. allez, bah, ils viennent de l'entité, de ça et de Stranger Non, Things, pas du tout, viennent du même monde? pas du tout. C'est un autre acteur? Non, pas du tout. Ah, bon. C'est un lien avec, les entités? Non, pas du tout. C'est un lien avec, le fait que, les frères, Russo sont fans de Stephen King et de ça. Ah donc c'est les frères Duffer, hein, pas Russo, c'est le Marvel, Cinematics. Ah, tu as raison. Bon, c'est pareil, allez hop.
OK et donc ils ont glissé des références à ça dans Stranger Things, c'est ça que tu veux essayer de nous faire deviner? Non, pas du tout. Ils ont travaillé à l'adaptation de ça, parce que la série Stranger Things devait être d'abord une adaptation de ça et au fur et à mesure, bah, ils ont changé, mais de base, ils ont signé avec Netflix pour une adaptation de ça. OK. Ah bah, alors ça, franchement, je ne le savais pas. Merci pour cette info. Je ne peux que m'incliner à travers, ce quiz en tout cas, hein, Mathieu, félicitations, c'est toi qui as gagné, Merci, mais merci, merci. je prendrai ma revanche le mois prochain, comptez sur moi. Allez, il est temps de passer à la chronique suivante. Et la chronique suivante, c'est What's next? Est-ce qu'il y a une suite de prévu? Bon, ben ça, je pense qu'on va passer très rapidement dessus parce qu'effectivement, tout à l'heure, Mathieu, tu l'as dit un petit peu en préambule, nous te laissons, le répéter. Qu'est-ce qui nous attend dans l'univers, de ça ou plus étendu peut-être aussi de Stephen King? Alors, il y a effectivement 2 autres saisons qui sont prévues pour la série Welcome to Derry, Bienvenue à Derry et dans mon oreillette, on me souffle un possible Ça chapitre 3 qui est en préparation. On ne sait pas où ça en est exactement, mais c'est en cours de réflexion, par les studios. Ouais, Oh et c'est ben la productrice, Barbara, la sœur du réalisateur qui est productrice, qui a soufflé ça pendant une interview en disant: «Beh, il y a des pistes pour un troisième chapitre effectivement». je les vois Et bien en tout cas, le duo Muschietti là, je les vois bien s'occuper avec encore, quelques années, avec, cette franchise. OK et bah, écoutez, il est temps de passer à la dernière, séquence de l'émission et se demander si des théories les plus folles existent sur la toile. Eh ben écoute, moi j'ai trouvé une théorie qui peut être intéressante et qui rebondit un peu avec ton quiz, Chris, parce que, certains fans, croient dur comme fer que Stranger Things et ça se passent dans le même univers. Tout au long des 2 saisons passées, hein, un certain nombre de références aux œuvres de Stephen King ont été révélées. Donc après tu nous as un peu donné la raison du pourquoi, du comment. Mais une scène dans la saison 2, en tout cas Stranger Things, a particulièrement éveillé les soupçons des spectateurs. On y voit le regretté Bob raconter à Will qu'il rêvait étant petit d'un terrifiant clown et à l'entendre, ce dernier, ressemble étrangement à Pennywise. De quoi rêver à un crossover? Alors ça, on le saura peut-être, jamais. ouais, bon, je pense que c'est des reliquats de la pré-production de Stranger Things. Oui. Ouais, voilà, exactement, comme tu disais. Voilà, bon, en attendant de voir, en tout cas, si toutes ces théories peuvent, se réaliser, bah, je crois que pour nous, il va être temps de rendre l'antenne. Nous avons déjà, bien parlé autour, de cette œuvre. En tout cas, ça m'a permis de passer un très bon moment avec vous. Ah bah, ça a été une bonne heure en votre compagnie. Et ça me laisse sans voix. Ah là là là, mais qu'on est fort, qu'on est drôle. Allez, bah, écoutez les gars, je vous dis en tout cas, au mois prochain, pour Cinépopée. Avec Oui, intérêt, hein. Chris, avec plaisir. est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu ou en tout cas nous donner quelques indices sur le prochain thème de Cinépopée pour faire, languir en tout cas, beaucoup de nos auditeurs et auditrices? C'est une très, très bonne idée et plutôt que de le dire, je vais donner quelques indices, tiens. Ce sera plus drôle. On pourrait penser qu'on va parler du même sujet, mais non, on va plutôt rire. Allez, chers auditeurs, chères auditrices, on va vous laisser réfléchir en tout cas à toutes ces, à tous ces indices que nous a semés Chris. En attendant, on va vous souhaiter de passer un bon mois. N'hésitez pas en tout cas à continuer d'écouter, tous, nos podcasts sur les sites de streaming audio ou à être en direct directement sur Radioverse, hein. Vous pouvez écouter Et alors, vous pouvez écouter l'Instant Culte, vous pouvez écouter Chris, Viens à mon secours. Quoi d'autre comme émission? Oui, YouTube et moi, l'émission Le JT de YouTube de Léonie. Vous pouvez écouter Toi-même tu sais, l'émission de débat de société de Cécile, Fanny. Vous pouvez écouter aussi une, émission, qui démarre, le dernier dimanche de chaque mois qui s'appelle Ici on parle sport. Il y a pas mal d'écoutes. Allez voir le site internet radioverse.fr. Vous avez toute la programmation, sinon tous les replays, c'est toujours sur lanuitdudimanche.fr. Suivez-nous sur, Instagram @lanuitdudimanche et @radioverse of multiverse. Voilà et n'oubliez pas également de vous abonner à tous les podcasts, sur tous les sites de streaming audio. Bien messieurs, je vous souhaite de passer un bon mois encore une fois et je vous dis à très vite dans nos autres émissions. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous être de plus en plus fidèles chaque mois. On compte sur vous pour continuer à le rester et à diffuser.
Passez une belle soirée et à très vite. Et n'oubliez pas, Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas.